Allez, salut à tous et bienvenue dans cette septième édition d'émission spéciale Covid-19 par Chronos. Vous le savez, on prend des nouvelles du sport amateur dans ce confinement exceptionnel et inédit. Aujourd'hui, on prend des nouvelles de Johan Roubaud, 36 ans, passé par Châteauroux. Coucou Nicolas Usaï, qu'on embrasse. Il entraîne les U17 nationaux du Pays d'Aix Football Club. Et il est également formateur à la Ligue Méditerranée. Coucou Olivier Medan, coucou Laurent Mouret, on vous embrasse aussi. Salut Johan. Salut Sylvain, salut Nicolas, bonjour à tous et enchanté d'être Avec nous. Pour nous accompagner, il est là, en forme et motivé, Nicolas Bontron, journaliste à la Marseillaise et également sur Chrono. Salut Nico. Salut Sylvain, salut Johan, salut à tous. Bon Johan, comment vas-tu? Comment vis-tu ce confinement, cette situation inédite? On l'a dit, pas trop dur pour quelqu'un qui est une pile comme toi? Bah non, forcément, bon déjà c'est vrai que je suis plutôt actif de par ma vie professionnelle, mais bon, on s'adapte, on fait comme tout le monde, on suit les prérogatives un petit peu du gouvernement, on reste confiné, on travaille quand même de la maison et puis pour parler un peu football, on joue un peu bloc bas, même si c'est pas les habitudes de la maison, on réduit un peu les distances, on réduit les lignes et on bouge pas trop. Et du coup, comment tu fais, Johan, pour garder le lien avec tes joueurs? Bon, j'imagine qu'avec la technologie d'aujourd'hui, que ce soit WhatsApp ou les réseaux sociaux, bon, tu arrives à garder contact. Mais est-ce que tu leur as laissé aussi des instructions, bien sûr, pour garder la forme? Oui, Nicolas, bah comme beaucoup d'éducateurs, on a créé un groupe WhatsApp où on a mis en place un programme individuel d'entretien athlétique avec un peu de renforcement et un peu de d'endurance capacité. On a aussi envoyé des vidéos et fait des séances communes plus techniques. Voilà, et après en plus on a mis en place avec Nicolas Vidal qui est notre préparateur mental. On a la chance d'avoir cette année dans le staff un psychologue du sport. On a mis aussi en place une planification de 6 semaines sur les aspects mentaux avec un thème par semaine. Donc là on était sur la motivation et là sur la deuxième semaine, sur cette semaine on est sur la confiance en soi. Donc on essaye de suivre un petit peu et de garder le lien avec les joueurs. C'est primordial en ce temps de confinement. Alors justement, je rebondis un peu là-dessus, sur ce que tu viens de dire. Est-ce que cet isolement, finalement, parce que bon, c'est le confinement, même si tu es en famille, etc., tu t'isoles du reste de l'équipe, ça peut perturber un jeune, quoi, un jeune footballeur? Oui, bah je pense que ça peut perturber tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. On est forcément impacté et perturbé par cette situation insolite, hein, parce que le confinement, c'est une situation qu'on n'a jamais connue. Et forcément, bah ça a un impact. Alors on essaye de garder le lien avec mes joueurs, parce que c'est des adolescents. Euh, sous les formes que j'ai énumérées précédemment, mais aussi avec des entretiens téléphoniques aussi, parce il y a aussi le choix de l'orientation scolaire avec la réforme scolaire aussi. Il y a le Parcoursup qui rentre en compte, donc il y a des joueurs qui m'ont demandé des attestations ou des choix, donc on essaye de garder le lien, mais pour l'instant on a des nouvelles de tout le monde et ça se passe plutôt pas trop mal pour tous, donc c'est plutôt de bon augure. Alors, pour l'instant, le flou règne sur la possibilité de reprise des championnats. Comment toi tu le sens? Est-ce que c'est possible de reprendre le championnat alors on va pas tout de suite là, parce que si on en regarde, le confinement c'est pas fini, mais fin du mois, début du mois de mai, comment tu le sens? Comment c'est possible? Bah, comme tu le dis, Sylvain, c'est l'incertitude. Après, tout dépend de la date qui va être dé- faite pour le déconfinement. Après, moi, j'entends beaucoup et je lis beaucoup des collègues qui disent qu'il va falloir une préparation athlétique de tant de semaines parce qu'on a été arrêté tant de semaines, etc. Je suis pas un expert de la préparation athlétique et de tous ces paramètres-là, mais je pense que il va falloir aussi un temps de préparation. Mais en préparation, au bout d'une semaine voire 2 semaines, on fait déjà des matchs amicaux. Donc pour moi, on peut reprendre le championnat assez rapidement après, même si on a été confiné pendant pas mal de temps.
Est-ce que selon toi, Johan, après une telle coupure, vous allez être obligé de repartir sur une préparation physique complète? À mon avis, non. Après, je suis pas un expert de la préparation athlétique faut prendre l'avis des experts. Mais pour moi, en 15 jours, on peut rejouer à notre niveau, à nous amateurs. En 15 jours, après, ce n'est que mon avis et il faut prendre l'avis des experts. Et après, il faut voir ce qu'on appelle par préparation physique. Mais je pense qu'il faudra s'adapter nous dans les contenus des séances et qu'au bout de 15 jours, on peut reprendre la compétition. Après, je pense que le corps humain et les joueurs peuvent s'adapter. Donc Johan, pour la deuxième saison consécutive, hein, ton équipe évolue en U17 nationaux, le plus gros échelon de cette catégorie d'âge. On le rappelle, vous occupez actuellement la 13e place, synonyme de relégation. Donc c'est vrai que pour vous, l'intérêt, peut-être plus que les autres, c'est vraiment que le championnat aille à son terme. Oui, après, en tant qu'entraîneur, sportif ou joueur, on veut tous aller au bout de ce qu'on a commencé et des championnats. Après, la réalité, et le président de Marignane Gignac l'a dit lors de précédentes émissions, il y a une réalité économique des clubs amateurs. Exactement. Il y a une réalité. D'ailleurs, il a été assez cash, hein. Oui, non, mais c'est pour ça que j'en parle en plus, parce que j'ai écouté l'émission et ses propos avec attention, et il a bien résumé la situation. Moi, je suis très inquiet pour le football amateur sur l'aspect économique. Au-delà de finir les championnats, il faudrait peut-être qu'on puisse faire des manifestations, des tournois, des stages qui sont beaucoup de recettes, et dans le budget, c'est une part importante des budgets des clubs amateurs. On parle beaucoup des clubs professionnels pour les droits télé, Ligue 1, Ligue 2, mais bon, les clubs professionnels, ils peuvent faire des efforts pour les salaires des joueurs. Alors, je dis pas qu'ils gagnent trop d'argent, hein, loin de moi ces propos, mais je suis plutôt inquiet pour le football amateur sur l'aspect économique, au-delà de finir les championnats régionaux, départementaux ou même national. Moi, je préférais peut-être qu'on fasse des tournois, des stages qui sont aussi des recettes pour les clubs amateurs qui sont pas en plus, qui sont indispensables à la survie des clubs amateurs. Vous d'ailleurs au Pays d'Aix, j'ai une question. Au Pays d'Aix, vous êtes quoi? Vous êtes au chômage partiel là actuellement? Comment ça se passe? Alors oui, parce que nous c'est particulier. Bon, il faut expliquer aussi que moi j'ai la chance d'être salarié du club aussi. À l'heure actuelle, au Pays d'Aix, on a 4 salariés qui sont que sur les jeunes. Donc ça, c'est une volonté politique aussi du président Monsieur Filippini et du directeur sportif Monsieur Granon pour structurer la base et être un vrai club formateur. Donc moi, je suis salarié du club et actuellement, je suis comme mes collègues au chômage partiel, donc qui ne nous empêche pas de travailler de la maison et de faire du télétravail et des réunions et de préparer un petit peu ce qu'on peut faire avec nos connaissances, mais on est au chômage partiel. Alors, on l'a dit, tu es aussi membre de la commission technique de la Ligue Méditerranée. Tu y formes les éducateurs ou les futurs éducateurs. Mais quid de la vie de l'institution? Là aussi, tout est à l'arrêt. Enfin, en tout cas, quasi. Oui, Sylvain, tu as raison. On avait, les cadres techniques avaient programmé toutes les certifications du BMF, BEF aussi au niveau régional. Bon, tout a été forcément annulé et en suspens par rapport à ça. Ouais. Donc, au niveau technique, les cadres techniques sont un peu comme les entraîneurs et les éducateurs dans les clubs. Ils sont à l'arrêt aussi. Mais après, il y a la Ligue, je sais que la Ligue continue aussi à fonctionner, un peu sous forme de télétravail, et il y a des réunions qui se font en interne aussi dans leur structure. Nico ? Alors Johan, je voudrais juste revenir, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, on en avait discuté lorsque j'avais consacré un joli papier à ton parcours dans la Marseillaise. Tu es aussi responsable technique du Pays d'Aix et ça fait donc quelques années que vous instaurez les mêmes principes de jeu dans vos équipes. Alors est-ce que tu peux m'expliquer et me rappeler pourquoi, pour quelles raisons vous avez décidé d'instaurer les mêmes principes de jeu?
Oui, Nicolas, bah ça fait moi 4 ans depuis 2016 que j'ai rejoint le club. Bon, il faut remettre un peu les choses dans le contexte aussi. En 2014, il y a eu un changement de direction. Il y a eu une rétrogradation et un dépôt de bilan du club. Donc l'idée avec Cyril Granon, c'était de repartir sur un projet un peu différent, novateur, avec une nouvelle vision un petit peu du football et de ce qu'on pouvait mettre en place. Et en fait, on est parti du jeu, en fait, du jeu qu'on voulait voir, qu'on voulait construire, qu'on voulait voir développer à Aix-en-Provence. Et on est vraiment parti du sportif pour construire un peu tout l'ensemble du projet club. On est parti du terrain. Donc on a élaboré un projet de jeu, simplement. On s'est dit voilà comment on veut que nos enfants jouent. Voilà, donc on a créé un projet de jeu et un projet de vie. On a créé aussi des pôles, donc les pôles initiation, préformation et formation. Et on a commencé à structurer le club au niveau sportif par ce biais, voilà, par rapport au jeu. Est-ce qu'il y a une volonté justement de former, d'être finalement la référence dans la formation des Bouches-du-Rhône? Bon, on sait que voilà, Herbel le fait très bien, Istres le fait très bien, vous aussi, hein, parce que je sais qu'il y a certains jeunes qui après s'en vont dans des centres de formation de clubs pro chaque année. Mais est-ce que justement vous avez la volonté de vous affirmer dans ce domaine-là? Alors être la référence, je sais pas. Nous, on se compare pas forcément par rapport aux autres clubs, et je pense que chaque contexte club est différent et chaque projet club aussi est différent. Mais on est quand même à Aix-en-Provence. Le club a quand même une histoire, a connu le haut niveau, voire le très haut niveau. Le club aussi était une référence parce que tu parles de référence en matière de formation. Donc le but, c'est de structurer le club, qu'on progresse et qu'on soit un vrai club formateur et qu'on retrouve aussi, parce que c'est pas aussi faire de la formation pour faire de la formation. L'objectif, il est aussi de retrouver le niveau national avec l'équipe première et en senior, mais avec nos jeunes, avec une certaine philosophie de jeu, avec certains principes de jeu, une certaine vision aussi du football. Et c'est de retrouver déjà le niveau régional dans un premier temps et le niveau national. Pourquoi? Parce que le potentiel d'Aix-en-Provence le permet, tout simplement. Hmm. Et du coup, comment tu vois, alors, initiative, je sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être les rumeurs comme quoi l'Atlético Marseille viendrait s'implanter sur vos terres, peut-être fusionner. C'est quelque chose que tu accueilles avec à bras ouverts ou un peu avec de réticence, parce que du coup, ça permettrait aussi de constituer un gros club qui serait capable de jouer à des niveaux National 2, National 3, voire peut-être plus. Alors Sylvain, je vais répondre à ta question qui est très intéressante en deux temps. Alors déjà, il y a 7 clubs de football à Aix-en-Provence. Mm. Au sein d'Aix-en-Provence, il y a 7 clubs de football. Nous, on avait lancé un projet communautaire pour essayer de fédérer les clubs aux alentours et pour qu'on puisse former, mutualiser un petit peu les moyens. Et on a des exemples aussi autour de nous qui fonctionnent. Et on voulait mutualiser un petit peu les moyens pour faire justement un plus gros club et être plus fort. Donc déjà, c'est pas le cas parce que l'année dernière, on s'est rapproché d'un club, mais finalement ça n'a pas pu se faire au dernier moment malheureusement. Donc déjà, je pense qu'il faudrait mutualiser les clubs d'Aix. Après, pour l'Atlético Marseille, j'ai suivi comme tout le monde, comme toi, comme vous. Euh, j'ai lu aussi dans la presse un rapprochement, mais alors je sais même pas si au niveau légal c'est faisable. Et après, j'en sais pas plus par rapport à ça et par rapport à ce projet-là qui me paraît difficilement réalisable et faisable dans ça. Mais je pense déjà qu'il y a moyen de fusionner les clubs d'Aix pour faire un bon club de football à Aix-en-Provence, parce que 7 clubs dans une commune, je pense que c'est beaucoup. Ça serait quoi le modèle? Peut-être Marignane-Gignac? Gignac, on savait qu'il y avait l'US Marignane, le Gignac FC. Hop, ils ont fondu les deux et aujourd'hui ils sont en termes de licenciés un des plus importants du département. Ça serait ça? Le plus important des Bouches-du-Rhône. Ouais, plus que les paillettes de l'Atlético Marseille. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ça, mais je suis d'accord avec toi. Marignane-Gignac, c'est un bon exemple. Et comme je l'ai dit, chaque contexte est différent et chaque club est différent.
mais on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et puis de le transposer et l'adapter à notre contexte. Mais si on regarde bien, les deux plus gros clubs de Méditerranée, c'est Fréjus Saint-Raphaël, c'est une fusion, et Marignane-Gignac, qui est aussi une fusion. Donc il faut peut-être s'en inspirer, en tout cas, peut-être pas le copier, mais s'en inspirer pour faire un bon club. Mais c'est peut-être un exemple à suivre. En tout cas, nous au club, et je sais que ma direction sera d'accord avec moi, on est pour aussi un rapprochement des clubs aixois, parce que je pense que ça passera par là pour avoir un club un peu plus ambitieux. Ouais, parce que tu parlais de club pro, ça fait un petit moment quand même je pense pas que tu sois né, moi non plus. Ça fait, oui, c'est faux. Alors moi j'ai les cheveux blancs, mais bon, j'ai pas encore trop de rides. T'as plus de cheveux même. Non, mais j'ai plus de cheveux, mais ça c'est la testostérone, ça, c'est un truc ça. Ça fait un petit moment quand même que le Pays d'Aix Football Club n'a pas été en élite, quoi. Donc vous repartez de très loin, mais pourquoi pas? Pourquoi Bien pas? sûr, bien sûr. Non, mais on part de loin, mais parce que bon, le club est redescendu au plus bas niveau départemental, mais je pense qu'à Aix-en-Provence, on peut largement avoir l'ambition d'avoir un club de niveau national. N3, N2, ça me paraît un minimum pour un club comme Aix-en-Provence. Après, ça c'est l'objectif. Reste à savoir comment on y va, pourquoi on y va, avec qui on y va, et avec quelle vision on veut y aller. Mais je pense que cet objectif est aussi réalisable. Après, il va falloir que tous les acteurs aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte puissent aller dans la même direction, et à commencer par la municipalité. Après, la municipalité, elle saisit les opportunités souvent, hein. On a vu, bon, en dehors du foot, on va dire la compétition football, on a vu ce qui s'est passé avec le Z5, qui devait s'implanter à Marseille. Finalement, il s'est implanté à Aix. Hop, Marie Joissin, elle a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, le Z5, ça fonctionne. Donc, voilà, c'est pas tout à fait la politique menée à Aix n'est pas tout à fait la même que à Marseille. Et voilà, donc on se dit pourquoi pas. Des fois, Marie Joissin, elle a des opportunités qu'elle saisit. En tout cas, merci beaucoup, Johan. Malgré les soucis techniques, hein, parce qu'on va pas cacher aux auditeurs qu'on a eu quelques soucis techniques. Mais merci à toi. Très intéressant entretien. Parce que je te connaissais pas moi personnellement. Et ça serait bien qu'un jour tu viennes commenter un match avec nous. Ça serait avec plaisir, ça serait une super expérience. Et en tout cas, Sylvain, tu m'appelles quand tu veux pour commenter un match. Ça serait avec plaisir. Bon, après, il faut que ça reprenne le championnat, donc ça sera pas tout de suite. Et malheureusement. Mais ça reprendra. Ça reprendra. Le football nous recommencera et nous aidera aussi à surmonter un petit peu tout ça, et le football recommencera, et j'espère qu'il pourra recommencer de la meilleure des façons, et avec une meilleure organisation aussi, parce que ce qu'on vit, cette période insolite qu'on vit, doit nous aider à mieux réfléchir pour améliorer notre football sur un tas de sujets, ne serait-ce que ça vers des calendriers, du fonctionnement. Il y a des choses à améliorer, et j'espère qu'on pourra le faire tous ensemble. Parfait, ça sera le mot de la fin. Porte-toi bien, Johan, toi aussi, Nicolas. Merci Sylvain. Car il faudra bien que le football redémarre pour toi, Nicolas, pour nous et pour le public. Johan, embrasse de ma part, ou en tout cas, non, embrasse pas parce qu'il faut se tenir à distance, je suis bête. Mais embrasse par Skype interposé Laurent Mouret, pour qui j'ai énormément d'affection. Hervé Galland et Olivier Medan, si tu les croises à la communication de la Ligue Méditerranée. Olivier Medan, qui est un ancien collègue de boulot avec qui j'ai travaillé, j'ai eu le plaisir de travailler. Merci de cet entretien, et puis à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci Johan, à bientôt. Salut Nico. Salut. Ciao.